Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour ce nouveau BADA, ce nouveau supplément de notre série Si c'est pour la culture, on a déjà donné, qui nous permet de donner des voix, et sans doute à travers les voix des visages, à quantité d'acteurs et d'artisans du monde de la culture, ce qui nous conduit aujourd'hui à rencontrer un scénariste, Noé Debré. Noé Debré, bonjour. Bonjour Philippe Meyer. Noé, vous êtes scénariste, vous êtes le scénariste, ou plutôt le patron de l'équipe de scénaristes d'une série, Parlement, dont, j'allais dire, le héros peu s'en faut. Le héros est un jeune homme un peu, comment dirais-je, à l'orée des découvertes de la vie, mais le héros, c'est le Parlement européen, c'est Bruxelles. Euh, et ce feuilleton, cette série, qui a priori abordait un thème dont on dit que les Français et les Européens en général ne sont pas particulièrement friands, a été extrêmement bien accueilli, si bien accueilli que vous êtes en train de préparer le tournage de la deuxième série. Alors, un mot sur vous d'abord, Noé. Comment est-ce que vous êtes arrivé au scénario? Avec qui vous avez travaillé et pour quel type d'œuvre audiovisuelle? Alors, en fait, moi, j'ai su très tôt que je voulais être scénariste. J'ai un peu décidé ça dans ma tête quand j'avais 16 ans, quand j'étais en seconde à peu près. Euh, j'ai grandi dans un milieu dans lequel les personnes ne travaillaient dans le cinéma. J'ai grandi à Strasbourg. Euh, et donc, je me suis décidé là-dessus. Ce qui, je pense, a été ma chance, c'est de savoir assez tôt ce que je voulais faire. Je suis venu à Paris à 18 ans et là, donc je suis allé un peu gratter à toutes les portes et j'ai rencontré quand j'avais 20 ans Thomas Bidguin, scénariste reconnu, en tout cas à l'époque qui était en train de le devenir. Et je lui ai proposé de devenir son apprenti parce que j'avais fait le raisonnement que en fait, l'écriture de scénario, c'était une espèce d'artisanat et qu'il fallait raisonner en suivant la méthode des artisans et donc trouver un mentor, quoi, quelqu'un, un maître pour m'apprendre. Et Thomas Bideguin a aimé l'idée. On a commencé à travailler ensemble et puis ça s'est très bien passé. Et suite à ça, beaucoup grâce à lui, j'ai commencé à voilà, avoir des opportunités. Et j'ai travaillé sur beaucoup pour le cinéma, un peu pour la télévision. Euh, et voilà, ça fait 14 ans maintenant. Alors, petite parenthèse, mais Thomas Bidguin, qui est le co-scénariste avec vous, et Jacques Audiard de Dipan, qui a été salué et primé à Cannes, est aussi l'auteur d'un film, Les Cowboys, dont vous êtes le co-scénariste, si je ne me trompe, et qui Oui, est un film qui n'a pas reçu l'accueil que, de mon point de vue, il méritait. En tout cas, en son temps, et sur une autre antenne, je l'avais dit, et j'espère que ce film finira par être vu et revu. Revenons au travail d'apprentissage du scénario, enfin de l'écriture de scénario. Comment est-ce que ça s'est passé pour vous? Comment vous définiriez ce moment où vous avez été l'apprenti de Thomas Bidguin et ensuite comment vous avez été jeté dans la piscine? bah, ça s'est fait de façon très empirique, hein, parce que lui et moi, on aimait bien cette idée d'apprentissage, mais évidemment, on n'avait pas particulièrement de modèle. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'au début, j'ai fait la petite main sur des projets sur lesquels il avait voilà, de l'écriture. Le métier de scénariste se fait selon toute forme de déclinaison. On vous demande de réécrire des scénarios déjà écrits, on vous demande de donner votre avis sur un scénario écrit, ou parfois on vous donne juste une idée et il faut écrire parfois juste l'histoire, par exemple, sans aller jusqu'à la continuité dialoguée, donc le film dans son intégralité avec tous les dialogues. Bref, voilà, il y a toutes sortes de formats pour ça, et moi je filais un coup de main là où je pouvais, et à côté de ça j'avais mes scénarios que j'essayais d'écrire et sur lesquels Thomas me conseillait. Euh, donc ça s'est fait comme ça, et ma chance, c'est que Thomas
je pense, qui lui-même en quelque sorte appris à écrire avec Jacques Audiard, mine de rien, avait beaucoup réfléchi au scénario, à la façon dont ça s'écrit, à la façon dont, au-delà de la pure technicité, les questions de trouver le conflit, trouver les objectifs des personnages, etc., qui sont un peu ce qui fait la matière des manuels de scénario, il y avait une réflexion plus large sur la forme, comment essayer d'élaborer un film de cinéma, qu'est-ce qui fait un film de cinéma, etc. Et donc j'ai pu m'inspirer de ça et essayer de comprendre tout ça. Ça m'a pris du temps. Euh, et aussi, ce qui a été formidable dans cette expérience, c'est que Thomas est quelqu'un de très généreux, donc il m'a vraiment ouvert les portes. C'est-à-dire, il m'a présenté à plein de monde, il m'a proposé de travailler effectivement sur des projets avec lui, et voilà, et tout ça, ça a été une grande chance pour moi. Est-ce que vous, aujourd'hui, vous avez un ou des apprentis? Oui, alors peut-être pas exactement sous cette forme-là, parce que un autre avantage quand j'ai commencé à travailler avec Thomas, c'est il a une vingtaine d'années de plus que moi, ce qui fait que, si vous voulez, la relation était très posée, quoi. Il y avait vraiment un truc de, je pourrais pas faire la même chose avec quelqu'un qui aurait quasiment mon âge, par exemple. Oui. Ça serait un peu étrange. Donc, mais là, je commence, voilà, ouais, je suis toujours à la recherche de gens avec qui travailler, parce que le métier de scénariste, disons, il y a pas de mi-chemin entre trop et pas assez. C'est-à-dire, soit on a beaucoup de propositions, soit on n'en a pas assez. Et donc, moi, j'ai eu la chance de basculer dans la première catégorie il y a quelques temps déjà. Et donc, on me propose beaucoup de projets. J'ai pas tous les temps de les faire. Et il y en a beaucoup d'intéressants. Et donc, quand j'ai l'occasion, j'essaye de faire travailler les gens autour de moi. Et, euh, et c'est un peu comme ça que ça fonctionne, quoi. Ouais. Alors, on l'a dit, vous avez travaillé pour et avec Jacques Audiard, pour et avec Thomas Bidguin, avec Michel Hazanavicius, avec Yvan Attal. J'en passe, vous avez fait presque une quinzaine de films. Euh, c'est le même métier d'un cinéaste à l'autre? Euh, oui, alors c'est le même métier, oui, globalement quand même, c'est le même métier. Après, euh, il y a des cinéastes voilà, qui ont mis du temps à définir ce qu'est leur cinéma ou à chercher une façon d'écrire. Ce que j'ai remarqué, c'est que souvent, quand un réalisateur établi s'adresse à nous, c'est-à-dire je dis nous, c'est Thomas ou moi, c'est souvent qu'il a quelque part envie de questionner un peu sa façon de faire. Sinon, il n'aurait pas besoin voilà, de travailler avec quelqu'un de nouveau, quoi. Donc, donc c'est un peu étrange parce que en tant que scénariste, on arrive comme ça face à un cinéaste et on a envie d'apprendre, on a envie de comprendre comment la personne travaille. Et en même temps, souvent, si elle s'adresse à nous, c'est qu'elle-même cherche à évoluer quelque part, ou en tout cas à faire les choses un peu différemment. Donc, on apprend à travailler sur chaque film et, euh, et voilà. Et après, ce qui change là récemment, par exemple, on a commencé, Thomas et moi, ensemble, à travailler pour des réalisateurs américains. Et, euh, et curieusement, j'allais dire ça change, mais en fait, ça change pas tant que ça. C'est ça qui est assez intéressant, c'est que au final, la façon de travailler les scénarios est pas très différente de ce qu'on avait l'habitude de faire. Vous avez aussi travaillé pour la télévision, pas énormément d'ailleurs, mais là, votre dernier travail pour la télévision est celui dont je viens de parler, Parlement, qui a encore une fois été très bien accueilli par le public. Euh, Ça m'a fait à certains égards penser au début de cette émission de France 3 qui s'appelait Thalassa, où tout le monde disait mais avec un titre pareil, ça n'a aucun sens, ou bien avec Six Feet Under. Qu'est-ce que c'est que cette idée d'aller faire un truc sur des pompes funèbres? Comment est-ce que... là, il y avait quelque chose qui me paraissait de l'ordre du même, de l'ordre du même défi. Jean-Claude Carrière, qui est mort il n'y a pas très longtemps, disait que d'abord qu'il n'avait jamais méprisé la télévision, et ensuite que ça aurait été une des façons possibles de mépriser la télévision que de travailler comme scénariste de la même manière pour la télévision que pour le cinéma. Est-ce que c'est quelque chose qui évoque en vous des réactions?
Ah, c'est vraiment intéressant, je connaissais pas cette citation. Oui, oui, non, il a tout à fait raison quand il dit ça. Alors, moi, la particularité, c'est que j'ai fait une série qui est de la comédie, donc c'est un format court, ça veut dire que c'est un format entre 20 et 30 minutes. Ce qui, à mon avis, est d'un point de vue formel assez très différent des séries d'une heure, des drames d'une heure ou des séries plus, voilà, ouais, plus sérieuses, disons. Pour moi, là, ce que j'aime beaucoup avec le format 30 minutes comme ça de comédie, et c'était ça qui m'attirait d'ailleurs à la télévision, c'est que c'est comme une espèce de pièce courte. C'est-à-dire que pour moi, c'est des séries. On est plus proche de quelque part de la commedia dell'arte, du théâtre avec une troupe, euh, que du cinéma. Et j'ai l'impression que c'est ça qu'il faut viser. Ça veut dire qu'on crée comme ça une espèce de troupe, de personnages. Et puis, ils ont tous un peu leur emploi, comme en commedia dell'arte. Et souvent, c'est un peu les mêmes. Là, par exemple, dans Parlement, il y a ce personnage de Samy qui est une espèce d'arlequin. Il y a un député qui est une espèce de Pierrot, etc. Et puis, à chaque fois, ils vont faire des petites pièces de 30 minutes avec un argument assez simple et souvent une chute, ou, voilà, et tout est dans le rythme, etc. Et ça, c'est vraiment très différent que d'écrire un récit sur 90 minutes, même une comédie de 90 minutes. Ça n'a rien à voir parce que la grande difficulté quand on écrit un film, je trouve, c'est comment est-ce qu'on tient le coup à la 70e minute. C'est-à-dire comment est-ce qu'on va trouver le souffle pour amener le public à continuer à s'intéresser à ce qu'on essaye de raconter après tant de temps. Tandis que quand on écrit du 20-30 minutes, le but, c'est d'emballer la chose, quoi. C'est vraiment c'est que la situation s'emballe et puis hop, on peut l'arrêter et fin, et c'est très satisfaisant. Noé Debré, je crois qu'à un moment dans votre travail, vous avez fait appel au nouvel esprit public en la personne d'un de ses plus anciens collaborateurs. Et oui, en effet, en fait, au début, quand je devais me documenter sur le Parlement européen, c'était extrêmement compliqué de comprendre concrètement ce qui s'y passait. C'était avant de rencontrer Maxime et Eric. Et Fabienne Servan-Schreiber, qui est productrice de la série, m'avait mis en contact avec nul autre que Jean-Louis Bourlange, qui m'avait très gentiment accueilli chez lui et qui m'avait donné un cours de droit européen de 2 heures, extrêmement complet, et qui m'avait aussi raconté quelques anecdotes de son passage au Parlement. Et je ne sais pas du tout si lui s'en souvient, mais voilà, moi j'en garde un souvenir ému. Ce sera transmis. Vous avez tourné donc, dans un film dont le personnage principal sont les institutions européennes, euh, ou plutôt le fonctionnement, faudrait-il dire, je crois, enfin vous me corrigerez, des institutions européennes. Il y avait à l'origine un livre, une espèce de roman policier, un roman policier d'ailleurs, qui s'appelle Compromis, de Maxime Calégaro et Éric Carder, qui a paru chez Rivage, dont, curieusement, deux des piliers du nouvel esprit public, à savoir Jean-Louis Bourlange et, si vous permettez, moi-même, avaient été enthousiastes. Je crois que je viens de faire une phrase qui n'est absolument pas française. Euh, mais, et qui, eux, faisaient référence, ou en tout cas l'ont fait dans les entretiens qu'ils ont donnés, à Umberto Eco et au nom de la rose, en disant, au fond, il y a un monde clos, ce monde clos a des codes, et c'est en quoi le Parlement européen, ses élus et ses fonctionnaires, nous a paru pouvoir être le lieu et le sujet d'une intrigue comme celle qu'ils ont écrite, qui n'est pas la reprise que vous n'avez pas reprise dans votre série, mais dont vous vous êtes servi. Oui, alors en fait, c'est le travail de Maxime et Eric. Je l'ai découvert en parallèle. Ça veut dire que j'avais déjà commencé à travailler sur Parlement, que j'avais développé déjà depuis un bon moment chez Canal+, avant que Canal+ abandonne le projet. Et puis, il a été question que la série reprenne donc chez France Télévisions. Et à ce moment-là, entre-temps, j'avais entendu parler de Maxime et Eric. Euh, et,
sur d'autres textes en fait qu'ils avaient écrits qui m'étaient parvenus, parce que c'était avant la publication du roman. Et donc j'avais pris contact avec eux. Ils m'avaient envoyé les épreuves de ce roman qui était dans une version assez différente de celle qui a été publiée au final, qui était plus comédie, un peu moins noire. Et on s'était rencontrés et on s'est très vite très bien entendus. Et effectivement, on avait eu un peu les mêmes intuitions. Moi en tant que scénariste, eux de l'intérieur des institutions, on avait eu les mêmes intuitions sur la possibilité de traduire tout ça en fiction. Et en effet, ce qui effraie, je pense, beaucoup dans la question des institutions européennes, c'est la complexité. Et à mon avis, et moi j'avais décidé d'en faire le thème de la série. C'est-à-dire, je m'étais dit, en fait, c'est de là que va venir la comédie. Donc, plus c'est complexe, plus c'est compliqué, plus le personnage est perdu à l'intérieur de tout ça, plus j'ai d'intrigue, plus j'arrive à décliner ma série. Et donc, ce qui faisait la faiblesse du sujet, en quelque sorte, est devenu sa force dans sa déclinaison comique. Oui, on peut dire que les complications à l'Union européenne, telles qu'elles apparaissent dans le Parlement, c'est un peu en poupée russe. Il y en a toujours une qui cache une autre et à l'intérieur de laquelle il y en a une autre. Euh, cette série, compte tenu de son budget, dont vous allez nous dire un mot, mais qui n'est pas considérable, cette série ne pouvait pas être tournée dans des décors artificiels. Elle a dû être tournée, elle devait être tournée à l'intérieur du Parlement européen. J'imagine que ça n'a pas été la chose la plus facile. Non, alors ça s'est fait de haute lutte grâce à notre producteur Thomas Seigne, qui s'est bagarré pendant de longs mois afin d'obtenir l'autorisation de tourner à l'intérieur du Parlement. C'était vraiment intéressant parce qu'en fait, ça a été une vraie campagne politique. C'est-à-dire que moi, on avait un groupe WhatsApp avec donc Eric et Maxime, en l'occurrence, mes deux co-auteurs, qui connaissent parfaitement les institutions, et Thomas. Et en fait, Eric et Maxime essayaient de conseiller Thomas sur la façon d'arriver à obtenir cette autorisation. Et c'était exactement le même travail qu'on représentait dans la série pour un assistant parlementaire. Ça veut dire que il a fallu créer une espèce de coalition politique. Donc, on est allé chercher une députée socialiste française, Sylvie Guillaume, qu'on a démarché. On lui a expliqué ce qu'était notre série. Elle a promis de nous soutenir et d'ailleurs, elle l'a fait. Après, on était allé chercher une députée, dans mon souvenir, allemande de CDU, donc quelqu'un de droite. Donc ça, c'était très important d'avoir des gens des deux côtés, qui était en commission culture et qui, elle aussi, a accepté de nous soutenir. Et, et puis, on est aussi allé chercher la députée de Strasbourg, euh, dont le nom m'échappe là un C'était pas instant. Fabienne Keller? Non, c'était Non, pas Fabienne merde. Keller. Ouais, Euh, oh là là, c'est terrible. on la retrouvera. Bon, ouais, et qui elle aussi nous a soutenus. Et donc voilà, on avait une espèce de coalition transpartisane, très à l'européenne. Tous ces gens-là sont tournés vers, en fait, la décision finale revenait au secrétariat général du Parlement, donc c'est pas un poste élu, c'est vraiment c'est un poste administratif. Mais il fallait montrer que voilà, on avait des soutiens du côté politique et en même temps, euh, on a mené campagne, quoi. Et à la fin, et ce que j'ai observé, si vous voulez, c'est que un peu à tous les niveaux, euh, les gens étaient d'abord très heureux à l'idée qu'il y ait une série qui porte sur le Parlement européen. Ils étaient un peu surpris, évidemment, que ce soit sous une forme comique, mais ce qui aurait pu vraiment être voilà, un obstacle majeur, cette histoire de faire de la comédie, mais alors est-ce que ça veut dire qu'on se moque des institutions ou qu'on va en dire du mal? Et en fait, à peu près systématiquement, les gens, quand ils lisaient, quand on venait, quand on leur expliquait ce qu'on essayait de faire, en disant que oui, on n'allait pas faire une série complaisante, ça n'allait pas être un grand clip promotionnel de la construction européenne, parce que ce ne serait pas une série très intéressante, mais par contre, qu'on a essayé d'en donner, disons, un point de vue documenté et tendre, euh, ils comprenaient tout l'intérêt que ça avait pour eux, ça les amusait, et au final, ça a été enfin voilà, la série aurait été impossible à tourner sans leur soutien. Donc ils ont vraiment accepté de jouer le jeu avec, disons,
avec pas mal de hauteur de vue, je dirais. Euh, vous n'avez pas sollicité le soutien d'aucun élu britannique? Non, il faut dire que les élus britanniques étaient plus tout à fait dans le jeu au moment où... Dehors, mais d'ailleurs, ils en prennent pour leur grade dans Ah votre ouais, mais ça, c'était aussi une bonne manière d'attirer le consensus à nous, à Bruxelles à ce moment-là, et à Strasbourg. Mais non, on n'a pas eu. Par contre, on en a rencontré. On a rencontré surtout des assistants pour nous documenter. Et les Britanniques. S'il y avait d'ailleurs j'ai souvenir d'avoir déjeuné avec une assistante Tory ou conseillère politique, quelqu'un d'assez senior. Et c'était assez émouvant parce que c'était la fin, ils allaient partir, etc. Et même elle qui donc était une Tory, donc c'est pas évident. Enfin, c'était même une position un peu étrange au Parlement européen parce que si après on rentre dans cette cuisine-là, les Tories font pas partie du groupe de la droite, ils sont vraiment dans un groupe, ils étaient dans un groupe assez marginal avec des gens pas très recommandables comme les Fratelli d'Italia, enfin voilà, des partis politiques compliqués. Euh, et elle racontait cette situation impossible pour elle, et en même temps, il y avait une émotion énorme, enfin, une tristesse énorme à devoir partir, quoi. Donc, on a côtoyé les Anglais, mais maintenant, ils ne sont plus là. Vous avez dit tout à l'heure que Canal+ avait renoncé à la série à un moment donné. Est-ce qu'il y a des raisons? Est-ce que ce sont des raisons liées à la série, liées au thème, ou bien liées à la situation économique de Canal à ce moment-là, ou à tel ou tel changement de direction? Alors, j'aimerais beaucoup avoir une réponse à vous donner, mais cette réponse, je ne l'ai pas. Parce que j'ai fait 2 ans de développement avec Canal+, on est allé assez loin, ça s'est plutôt bien passé. Et un jour, j'ai juste appris que la série ne se faisait pas, et j'avoue que je ne sais pas pourquoi. D'accord. Et je pense qu'il y a 1000 raisons de ne pas faire une série sur le Parlement européen. Donc, voilà, je tombe pas des nues, disons, quand on me l'apprend, mais j'ai pas de réponse ferme à donner. Je pense aussi que, vous savez, les chaînes de télévision, à l'instar de Parlement européen, sont des bureaucraties, en fait. Et donc, parfois, il y a des décisions qui tombent et on ne sait pas trop qui les a prises, pourquoi, etc. Et je me suis d'ailleurs pas mal inspiré de mon expérience des chaînes de télé pour raconter la vie au Parlement européen. Une fois que la série a été diffusée et avec l'accueil qui lui a été réservé, vous avez eu des échos directs ou indirects de Canal+? Non, pas vraiment. Et du Parlement européen, vous avez eu des échos, ou vous avez peut-être même... Ouais, Alors, de, dites-moi. nom- de nombreux échos du Parlement européen, parce qu'il y a quand même mes deux confrères, là, mes deux co-auteurs, travaillent au Parlement Oui. européen. Ils font ça à côté, donc eux, ils en entendent parler dans les couloirs un peu tous les jours, enfin plutôt sur Zoom tous les jours. Et parfois, d'ailleurs, les gens en parlent devant eux sans savoir qui sont les co-auteurs de la série, donc c'est assez amusant. Euh, je crois que globalement, la série a été très appréciée à Bruxelles et à Strasbourg. Au début, on a eu quelques... disons que sur les 2 premiers épisodes, il y a un peu une phase comme ça. Les 2 premiers épisodes ont un peu effrayé. euh, Parce qu'on y voyait un député, notamment un député français, qui était quand même très tir au flanc et incompétent. Et donc, évidemment, les gens disaient, bon, bah, voilà, il tire sur l'ambulance, il donne cette représentation caricaturale et fausse, alors qu'on espérait autre chose, etc. Et puis, en fait, une fois que les gens ont fait l'effort de regarder l'entièreté de la saison, ils se rendent compte que le récit qui est déployé est un peu différent. Donc globalement, on a eu pratiquement que des échos très positifs, en tout cas ceux qui nous sont revenus. Et d'ailleurs, c'est assez agréable pour écrire la 2e saison parce que voilà, maintenant, quand on démarche des gens pour essayer de les rencontrer, pour qu'ils nous racontent un peu ce qu'ils font, les gens savent de ce que c'est que la série et ont plutôt envie d'en être. Est-ce que les réactions ont été différentes selon les nationalités? Il y a trois. Enfin, d'une part, Ouais. le film est lui-même trinational, parce qu'il est français, belge et allemand. Euh, et puis, bon, enfin, il parle d'une institution qui, elle, comporte beaucoup plus de nationalités. Est-ce que, autant que vous l'ayez su, les réactions ont été différentes selon les pays de ceux qui réagissaient? Alors,
Ce que je peux observer, c'est les différentes ventes en fait qui ont eu lieu. La série était effectivement pré-vendue en Allemagne et en Belgique. Alors en Belgique, il se trouve que c'était sur une chaîne quand même à très petite écoute malheureusement. Donc je ne connais pas du tout les audiences ni la réception que ça a eu au final en Belgique, paradoxalement. En Allemagne, je sais que la série a été très bien accueillie. D'ailleurs, on a appris aujourd'hui qu'on était nommé pour le gros prix de la fiction en Allemagne. Donc, ça conforte cette idée. On a eu des critiques comme ça très positives aussi. Je crois que et c'est assez marrant parce que je me rendais pas compte. Ça veut dire que j'ai l'impression que le personnage de Samy euh, frappe les gens comme étant extrêmement français. Ce qui, évidemment, ce Ami, dont il on faut le était. rappeler, c'est le jeune assistant parlementaire qui débarque à Bruxelles et qui croit que les choses sont faciles à faire et qui se retrouve aux prises avec une succession de défis, dont l'un qui est de réglementer certaines formes de pêche au requin. C'est ça. Et donc ce personnage, dans son attitude, probablement dans cette espèce de confiance en lui mal placée qu'il peut avoir, etc., j'ai l'impression, frappe les gens comme très français. Et j'avoue qu'on était assez curieux de voir la réaction notamment des Allemands, parce que la série ne retient pas ses coups vis-à-vis des Allemands qui en prennent voilà, pour leur grade. Il y a quand même un final qui tourne autour du fait qu'il y a un stand de saucisses devant le Parlement et que ça va inévitablement attirer les Allemands à un moment crucial. Donc voilà, quand on a écrit ça, on s'est dit quand même, c'est un peu dur. Mais les Allemands ont pris ça très bien et ont trouvé ça drôle. Et donc tant mieux. Par contre, la série, finalement, on a eu elle a été un peu vue par des Anglais, mais elle n'a pas été vendue en Angleterre. Et pour une raison qui nous a été dit très clairement, c'est que les Anglais ne sont pas du tout prêts aujourd'hui à rire avec le Brexit. Moi, c'était quelque chose qui m'a beaucoup surpris pendant toute l'écriture de la série, c'est qu'on écrivait énormément de blagues sur le Brexit, et je me disais, c'est pas possible que les Anglais, qui sont quand même les grands auteurs de comédie et qui font les meilleures séries comiques, etc., ne s'emparent pas de ce sujet. Vraiment, ça m'étonnait. Et donc, on avait cette espèce de terrain de blagues qu'on pouvait faire sur le Brexit, parce qu'il y en a beaucoup quand même, sur la campagne en particulier. Et les Anglais ne l'ont pas fait, et ne l'ont toujours pas fait. Et en fait, ce qu'ils disent, c'est que le pays est tellement fragmenté, le, et notamment d'ailleurs, je pense, le monde de l'audiovisuel en Angleterre est tellement blessé par ce qui s'est passé qu'il n'est pas du tout l'heure d'en rire encore aujourd'hui. Et pour ça, la série, euh, oui, ne s'est pas apparemment, en tout cas, en partie pour ça, ne s'est pas vendue en Angleterre. Par ailleurs, je pense qu'on a fait jouer la députée anglaise par une actrice australienne, ce qui, je pense, est un affront supplémentaire. Euh, et puis voilà. Et après, la série a été vendue en Espagne, et je crois que la réception a été vraiment très bonne. Je suis ça un peu comme ça sur Twitter, etc. Mais je crois que les audiences sont très bonnes, et que la série a été énormément appréciée du public en Espagne. Ce qui là aussi nous a un peu surpris, parce qu'on en a fait mine de rien un petit peu les méchants dans la saison à certains moments. Et il n'y a pas de personnage central espagnol dans la série, ce que je regrette et ce qu'on est en train de corriger pour la saison 2. Donc j'étais un peu surpris de voir, mais en fait c'est intéressant parce que le public, mine de rien, ne juge pas la série, j'ai l'impression, à l'aune des représentations nationales. Ça veut dire qu'ils trouvent toujours les autres très drôles, quoi, et la série très méchante, donc pour, pour les autres. Et finalement, et la vente qui m'a le plus surprise, c'est que la série a été vendue aux États-Unis, ce qui était très inattendu pour une plateforme assez petite, une plateforme indépendante qui s'appelle Topic, mais voilà, qui visiblement a son public. Et alors, on était déjà très surpris d'avoir réussi à intéresser un public européen au fonctionnement du Parlement européen, mais alors un public américain, c'était assez inespéré. Et ça, par contre, j'ai assez peu, je ne sais pas du tout ce qu'a donné la diffusion, ou si ça a donné quoi que ce soit, mais voilà, Mais si ça a donné quelque chose, vous le saurez. Euh, et probablement. dans le portrait des Français,
je comprends que les Allemands cherchent toujours un Français arrogant, il paraît que ça existe, et que le personnage de Sabi, joué par Xavier Lacaille, a une certaine arrogance, d'ailleurs plus innocente euh, que conquérante. Mais enfin, Philippe Duquesne, qui joue le député français, compense admirablement par une totale absence d'arrogance, de conscience et d'intérêt. Et on a l'impression qu'en France, où il est quand même d'usage d'envoyer au Parlement européen les recalés du suffrage universel, on a l'impression que ce député-là est croqué plus près de la réalité que de la caricature. Deux questions encore, Noé Debré, si vous voulez bien. La première, c'est vous, vos séries, celles que vous aimez regarder en ce moment ou que vous avez aimé regarder avant dans votre vie de futur scénariste, quelles sont-elles? Alors moi, je suis très dur avec la série parce que c'est vrai que j'ai tendance à, si j'ai le temps, je regarde un film. Donc, je regarde très peu de séries. Euh, En ce moment, il y en a une que je trouve remarquable, qui est une série turque qui s'appelle, alors attendez, accrochez-vous, s'appelle Sed Beskedia. Je crois que le titre n'a pas été traduit en français, mais ça a été traduit en anglais par ethos, comme le mot grec d'ailleurs. Ethos, Ethos, et c'est une série sur Netflix. Je crois que c'est une création originale de Netflix Turquie, et c'est une série incroyable sur la Turquie contemporaine. Voilà, je saurais pas trop vous la pitcher, mais ça raconte toutes les tensions qui traversent, les tensions de classe, les tensions religieuses qui traversent la Turquie aujourd'hui. Et c'est une série de 8 épisodes que je trouve vraiment remarquable. Et sinon, il y a une autre série qui est sur France.tv, à côté de nous, et que j'étais très fier de découvrir à nos côtés, qui est une série israélienne qui s'appelle en anglais On the Spectrum. Je crois que ça n'a pas été traduit. C'est On the Spectrum. C'est une série c'est du 30 minutes et c'est une série sur des autistes, je crois que c'est à côté de Tel Aviv, à Ramat Gan, qui vivent ensemble en colocation. Et une espèce de, voilà, avec quelqu'un qui est censé les superviser, etc. Et c'est une série extrêmement drôle, extrêmement cruelle, et remarquablement mis en scène. Et d'ailleurs, c'est le point commun avec la série turque que je citais, c'est que voilà, moi sur Parlement, j'ai eu de la chance, j'ai travaillé, il y a les deux réalisateurs qui ont réalisé la série ont vraiment fait des propositions formelles qui, moi, m'ont séduit, et je trouve que la série est mise en scène, mais la mise en scène a tendance à être un peu le parent pauvre de la télévision pour beaucoup de raisons. Euh, et là, en l'occurrence, ces deux séries-là, cette série israélienne, cette série turque, sont remarquablement mises en scène. Et, euh, et c'est très agréable de voir ça à la télévision. Alors, vous nous avez dit que vous étiez en train d'écrire la deuxième série. Je ne sais plus si c'était avant ou après qu'on ait ouvert les micros, mais vous avez dit aussi que vous espériez pouvoir la tourner en juillet pendant les vacances parlementaires pour profiter du vide des bâtiments du Parlement européen. Vous avez dit aussi que vous étiez en train de compléter, corriger, vous avez utilisé les deux mots. Est-ce que vous pouvez nous dire dans quelle direction vous emmenez cette série, puisqu'elle n'avait pas de deuxième, enfin, ce feuilleton n'avait pas de deuxième série prévue à l'origine? Oui, on ne savait pas du tout s'il y aurait ouais, une deuxième saison de commandée. Et ben en fait, assez naturellement, on a décidé d'écrire dans la continuité de la première saison, en passant encore un cran de complexité. Ça veut dire qu'on va s'intéresser à du travail parlementaire encore plus, je ne sais pas quel est le mot, byzantin ou ésotérique, que ce qu'on a vu en première saison. On va aller dans les négociations avec le Conseil, avec la Commission, des choses qui font vraiment rêver les spectateurs, j'imagine, quand je les évoque comme ça, mais qui sont, bon, que moi je trouve passionnants. Et puis je pense que... et puis on va aussi on introduit évidemment différents personnages. Je peux pas en dire beaucoup plus, mais quand vous parliez tout à l'heure de ce député de ce type de député français qu'on envoyait à Bruxelles quand il avait été recalé d'une élection en France, j'ai l'impression que ça, c'est quelque chose qui a pas mal changé suite aux dernières élections, notamment.
et il y a un peu un nouveau type de députés, notamment de députés français à Bruxelles, qu'on essaye de croquer dans cette deuxième saison. Voilà, donc il y aura plus de ça, il y aura plus d'espagnol aussi, il y aura moins d'anglais. Et puis, on s'est rendu compte aussi qu'on n'avait aucun personnage d'Europe, comment on dit, d'Europe centrale, comme disent les gens d'Europe centrale. Donc, on essaye voilà, d'élargir un peu la famille des personnages. D'accord, c'est une tradition. L'élargissement est une tradition européenne. Juste un dernier mot. On les revoit tous, à part la comédienne britannique qui n'était pas britannique. On les revoit tous ou bien vous en avez... Ouais, on a tué personne. On a tué personne. Il y a des gens il y a des personnages qui vont gagner en importance, d'autres baisser. Et effectivement, on va malheureusement, en tout cas pour l'instant, plus voir de Britanniques. Enfin, je dis ça, je m'avance un peu. Mais oui, globalement, et d'ailleurs, c'est un des grands plaisirs d'écrire une saison 2, c'est qu'on sait pour qui on écrit maintenant. On connaît les comédiens, donc on peut écrire pour les comédiens. Et on était très heureux de ce casting. Comme je disais, voilà, pour moi, une série de 30 minutes, c'est une troupe de théâtre. Et j'ai le sentiment qu'on a vraiment réussi à créer une troupe. Et donc, maintenant, on peut écrire pour ces acteurs. Et ça, c'est extrêmement plaisant. Peut-être, si je peux vous suggérer un élément de scénario, puisque vous parlez des Britanniques, vous pourriez introduire un ou une députée britannique qui, n'arrivant pas à se faire à l'idée du Brexit, reviendrait comme ça pour aller à la cantine ou pour... Ouais, évidemment, ouais, il y a un côté Goodbye Lénine et du député britannique qui refuse de partir et qui refuse de. Oui. Ouais, évidemment. Ouais, ouais. Bon, Non, non, on n'a pas fini de rire avec le Brexit, je crois. Bon, ben, on vous attend avec impatience et on vous souhaite le meilleur pour cette deuxième série et je vous remercie de nous avoir accordé cet entretien. Noé Debré, au revoir et merci. Merci beaucoup.